Bonjour à tous. Nous sommes de retour avec un nouveau direct sur les études de la neutralité. Je m'appelle Pascal Lotaz et je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Stanislav Krapivnik. C'est parti. Stas, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, car vous nous apportez quelques éclairages du point de vue russe. Et peut-être que le plus important à aborder aujourd'hui, en ce 3 février, c'est le renforcement des forces devant l'Iran. Les navires américains ont diffusé un direct à ce sujet hier, où certains ont fait remarquer qu'il y avait eu des déploiements bien plus importants en 2012 et avant. Mais tout semble extrêmement inquiétant en ce moment. Qu'en pensez-vous et quelle est, selon vous, la position de la Russie? Eh bien, on peut dire une chose à ce sujet. C'est une excellente façon de faire disparaître Epstein des premières pages. C'est une grande tradition américaine. Je veux dire, ils ont fait disparaître Monica Lewinsky des unes en bombardant l'Irak. Clinton a bombardé l'Irak. En fait, ils ont bombardé l'Irak pendant environ 10 ans. Donc c'est toujours ce qui est le plus opportun pour écarter les problèmes que l'Amérique ou les présidents américains rencontrent des premières pages. Comme nous le savons, il y a environ 3 millions de fichiers d'email qui ont été publiés avec Epstein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit le ministère de la Justice. Nous n'avons pas publié d'images de pornographie enfantine. Ils ont dit, nous n'avons pas publié d'images de morts, de cadavres, de meurtres, de tortures, etc. Non pas que ces choses n'existent pas, ils n'ont simplement pas publié ces images. Donc quand on lit entre les lignes, on se dit, putain. Et le cannibalisme, je veux dire, on prend toute la gamme de la dépravation. Et pourtant, ils n'ont pas publié ça, soi-disant à cause d'enquêtes en cours, ce qui ne veut rien dire. Tu sais, une enquête en cours n'aboutira jamais à rien, mais c'est un bon moyen d'étouffer les choses. Autre fait intéressant, ils ont en réalité publié pas mal de détails sur les victimes, mais ils ont caviardé les noms de certaines personnes impliquées. Bon, d'accord. Donc voilà une chose. Les dossiers Epstein ont été publiés après que la montée des tensions avec l'Iran avait déjà eu lieu, non? Ou pendant qu'elle était en cours? Tu penses qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Tu crois que c'était planifié? Parce que d'après ce que j'ai lu sur Twitter et ailleurs, cela aurait été fait parce que le sénateur Massey aurait apparemment beaucoup fait pression pour que ça arrive. Du moins, c'est ce qu'il affirme. Je n'ai aucune idée de si c'est vraiment à son mérite ou non. Mais oui, que penses-tu du moment choisi pour tout ça, alors que la crise iranienne battait son plein? Eh bien, il y avait aussi Marjorie Taylor Greene et en fait plusieurs autres sénateurs qui ont fait un intense lobbying à ce sujet. Et oui, ils l'ont fait passer malgré Trump, qui le bloquait évidemment. Et Trump apparaît aussi dans ses emails. Il y a des choses très troublantes qui sont dites à propos de presque toute l'élite occidentale. Je veux dire, Stephen Hawking y participait, oui, l'homme qui était paralysé, un quadriplégique. J'imagine qu'il était simplement là pour la partie voyeuriste. Je veux dire, c'est toute l'élite occidentale, à de très rares exceptions près, et même du côté russe, certaines figures de l'opposition comme Ilya Ponomarev, qui était député, ont assisté à une convention. C'était un député libéral. Il est allé à une convention aux États-Unis et il a décidé d'y rester pour participer à toutes ces séances de câlins collectifs sur la manière de renverser le gouvernement russe. Et maintenant, c'est un homme politique ukrainien. Donc, Saakashvili, après avoir été dans le besoin en Géorgie. Mais le point important ici, c'est que je pense que le moment choisi peut aussi être lié à cela. Parce que si les choses tournent vraiment mal, c'est un excellent moyen de détourner l'attention du front. Nous sommes en guerre.
Ou plutôt, j'ai résolu une autre guerre en bombardant encore un autre pays, et je vais simplement déclarer la victoire et la paix, et j'aurai 9 guerres à mon actif, Monsieur Trump. Mais il y a aussi le fait qu'Epstein était évidemment lié au Mossad. Je veux dire, c'est très très probable, surtout quand on considère qu'il était bien plus qu'un simple proxénète. Il était partout. Il servait d'intermédiaire dans les négociations entre Israël et la Côte d'Ivoire, entre Israël et la Mongolie. Il avait des liens avec de nombreux politiciens européens. Il collaborait activement avec l'opposition russe, l'opposition non systémique. En gros, les gens qui veulent renverser un gouvernement. Non pas le remplacer par des élections, car ils ne le peuvent pas, mais le renverser. Il était partout. Ce type, quand on commence à regarder ses emails et les gens qu'il avait autour de lui, ce n'était pas seulement un proxénète. Il était littéralement un diplomate de l'ombre, un diplomate de première ligne pour Israël. Cela dit, la presse britannique, hier, et je crois que le New York Times commence à s'y intéresser, essaie de présenter Epstein comme un agent soviétique ou russe. Ils disent tous du KGB, même si le KGB n'existe plus depuis 1991. Et ces filles, les victimes, auraient soi-disant toutes été des agentes russes, des agentes de piège à miel. Tu sais, ces filles de 12 ou 13 ans qui faisaient venir du monde entier. Alors attends, ils essaient maintenant de tout reformuler comme « ne regardez pas Israël, ne regardez pas les États-Unis ». Tout est de la faute de... Qui d'autre ça pourrait être? Les Russes, c'est Moscou. Epstein est en gros un agent de Moscou. Ils essayent vraiment de faire ça. Je ne l'ai pas encore vu. Oui, absolument. Le premier article de ce genre est paru dans le London Times. Incroyable. Et ensuite, tout est parti de là. Le London Times, autrefois, il était en quelque sorte crédible. Même The Guardian l'était un peu. Aucun d'eux ne l'est plus aujourd'hui. The Guardian a cessé d'être crédible après avoir été perquisitionné par le MI5 vers 2006 ou 2007. Et je pense qu'ils ont alors compris le message. Voici la liste de ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire. Et ils se sont rapidement alignés. Mais oui, maintenant, ils s'en servent pour orienter tout cela. Pas pour le retirer des premières pages, mais pour le tourner dans la direction qu'ils veulent. Le moyen ultime de faire disparaître quelque chose des premières pages, bien sûr, c'est la guerre. C'est ainsi pour les États-Unis depuis des décennies. Je ne dirais pas toujours, mais depuis des décennies, oui. Quand il y a un problème, on peut aller bombarder quelqu'un et ça devient la une de l'actualité. Oui, je veux dire, nous avons vu cela plusieurs fois, non? Et nous voyons comment certains récits doivent être contrôlés et à quel point les États-Unis détestent cela et ont en fait tiré des leçons de la guerre du Vietnam, n'est-ce pas? Où les manifestations de masse ont réussi à capter l'attention des médias et cela, combiné, a essentiellement mis fin à leur manière d'intervenir. Mais ce qui me semble étrange dans la coïncidence entre la publication du dossier Epstein et l'Iran, c'est que l'Iran était déjà en route. Je veux dire, cela se préparait depuis un moment. Et nous avons vu, bien sûr, il y a 2 semaines, 10 jours, comment il y a eu cette première approche de changement de régime avec les manifestations internes, l'attisement des protestations et les tirs des deux côtés. Je veux dire, en gros, une approche à la manière de Maïdan pour renverser le régime. Nous savons maintenant qu'une grande partie de cela a échoué, parce que l'Iran, avec l'aide de la Russie, a réussi à brouiller les antennes Starlink, n'est-ce pas? Et cela a détruit la coordination. Car bien sûr, tout cela doit être coordonné. Les gens ne se soulèvent pas aussi violemment de leur propre initiative. Mais que penses-tu de la coïncidence que tout cela se produise maintenant, pratiquement en même temps que les dossiers Epstein? Est-ce vraiment une simple coïncidence que tout arrive en même temps?
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, ou peut-être que tout était planifié. Quoi qu'il en soit, l'Iran était dans la ligne de mire. Les Israéliens le veulent, les Américains vont l'exécuter. Écoute, sur ce point, tu as raison. Mais l'élément clé avec les Russes, c'est que leur matériel n'a pas seulement brouillé Starlink, il a aussi localisé le signal, l'endroit où il était capté. Ainsi, l'utilisateur final, l'équipement de l'utilisateur final, a été identifié. Ils ont pu arrêter 700 ou 800 personnes qui étaient essentiellement les organisateurs de ces manifestations. Combien de leurs réseaux les États-Unis ont-ils grillé pour ça? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils ont encore des agents. Eux et les Israéliens ont encore des agents sur le terrain. Je suis assez inquiet de ce qui se passe dans le Caucase en ce moment. Et je vais te dire ceci. Dans tout cela, d'abord, les Azerbaïdjanais sont complètement dans la poche du Mossad et de la CIA. Des attaques de drones ont eu lieu dans la mer Caspienne. Évidemment, ces drones, surtout les plus petits, ne viennent pas d'Ukraine. D'où sont-ils donc lancés? Alors, sur la mer Caspienne, il y a essentiellement 4 options. Le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Iran ou la Russie. Au moins, ils ne sont pas lancés depuis la Russie ni depuis l'Iran. Cela réduit les possibilités à seulement 2 pays. D'après les témoins, les drones ont été vus volant depuis la direction de l'Azerbaïdjan. L'épouse d'Aliyev et son clan sont très liés à l'Occident, ou plus précisément au Mossad. Il y a au moins une base dirigée par les Américains et une autre par le Mossad. Ils utilisaient l'Azerbaïdjan comme plateforme d'attaque contre l'Iran avec des drones. Des réservoirs de carburant américains utilisés par des F-16, plusieurs se sont échoués dans la Caspienne, ont été retrouvés. Ces réservoirs servent pour les vols longue distance. Ils sont largués une fois vides. Une fois qu'ils sont vides, l'avion les largue simplement. Ils se sont échoués depuis la mer Caspienne, au sud. Il y a l'Arménie, qui est en gros un État client sous Pachinian, un État client dictatorial qui détruit l'Église, s'en prend à tout le monde, à tous ceux qui protestent. Mais maintenant, il y a les Géorgiens, le parti Rêve géorgien, qui voulait maintenir la Géorgie en dehors de la guerre, car la Géorgie est censée être le prochain front. Ils voulaient rester neutres, et tout cela. Puis se sont décrits comme des russophobes passifs, même s'ils gagnent énormément d'argent grâce au commerce entre la Russie et la Turquie, et entre la Russie et l'Iran, puisque tout passe par la Géorgie. Le pays a été épargné parce que l'Occident voulait pour lui, c'est-à-dire un autre front, jusqu'à présent. Mais ils ont fait de grands progrès en essayant de se rapprocher à nouveau de l'UMember, après que l'UMember a tenté de les maïdaniser 3 fois au cours de la dernière année et demie. Dans ce cadre, les Géorgiens viennent de commencer à autoriser les avions américains à survoler librement l'espace aérien géorgien et à utiliser les aéroports du pays. Les avions américains, je parle d'avions militaires. Et hier, 4 C-130 ont atterri à Tbilissi. Ce sont des avions de transport, des avions à hélices. Ils ont atterri à Tbilissi. Alors on se demande, que pouvaient-ils transporter? Ils pouvaient très bien transporter des drones Reaper démontés ou un autre type d'équipement de collecte d'informations. Donc, au minimum, oui, je me dis que, disons, les États-Unis penseraient dans ce cas à quoi servirait cet aéroport. Eh bien, au strict minimum, on pourrait y déployer des drones Reaper équipés de systèmes de renseignement et les faire voler le long de la frontière russe pour la cartographier. Voilà une possibilité. On pourrait aussi les utiliser depuis la Géorgie, depuis Batumi, pour voler vers le sud. C'est pas un trajet très long, afin d'atteindre la frontière iranienne. À quoi d'autre pourrait-il servir? On pourrait les armer de missiles Hellfire et s'en servir pour provoquer une guerre, frapper la Russie, frapper l'Iran et entraîner le Caucase et la Géorgie, en l'occurrence, dans un grand conflit.
Les Géorgiens vont se retrouver dans une grande guerre avant même de comprendre ce qui s'est passé, même s'ils sont soi-disant des russophobes passifs. Du point de vue de Washington, il n'existe pas de passif. Il n'y a que de l'actif. Ainsi, la Géorgie et le Caucase en général sont devenus une base de lancement pour des attaques contre l'Iran et la Russie. Et l'Azerbaïdjan en a activement profité. Jusqu'à présent, cela a été ignoré. Enfin, pas ignoré, mais diplomatiquement mis de côté parce que la Russie est occupée et l'Iran aussi. Mais personne n'a oublié ce qui se passe dans cette région. Et Aliyev et le clan de sa femme sont hors de contrôle. Ils se sont engagés à devenir la prochaine Ukraine. Donc les pièces sont en place. Il y a d'autres sujets de préoccupation que les États-Unis semblent ignorer. Nous savons que lors de la dernière attaque en juin de l'année dernière, l'Azerbaïdjan a été utilisé comme base avancée de déploiement pour les attaques, notamment contre le nord-ouest de l'Iran, n'est-ce pas? Donc le fait que la Géorgie participe réellement à ce jeu me surprend. Mais vous savez, si l'on met suffisamment de pression sur quelqu'un, il finira probablement par céder. Ils permettront que quelque chose se passe là-bas. Très bien. Vous m'aviez dit auparavant que si l'Iran subissait réellement une attaque cinétique sérieuse de la part des États-Unis, ce serait également un scénario catastrophe pour la Russie. Pouvez-vous peut-être développer ce point? Ouais, j'ai dit Iran, je parle bien anglais. J'ai encore cet accent du Sud. L'Iran représente une crise existentielle légèrement moindre pour la Russie, et c'en est une aussi pour la Chine. On pourrait même dire que c'en est une pour l'Inde, à sa manière, car l'Inde, d'ailleurs, entretient un important commerce pétrolier avec l'Iran, et le paye en or depuis de nombreuses années, contournant ainsi les sanctions américaines. Et l'Iran constitue à lui seul un contrepoids au Pakistan. Même si le Pakistan, d'ailleurs, a maintenant, eh bien, je ne sais pas s'ils le feront vraiment. C'est une chose de dire quelque chose, c'en est une autre de le faire. Et au Moyen-Orient comme en Orient, il existe une ligne très fine entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, surtout dans ces régions-là. Mais le Pakistan s'est engagé à utiliser une arme nucléaire contre Israël, si Israël en utilise une contre l'Iran. Je m'en souviens, oui. C'était pendant la guerre de 12 jours. Cette annonce, à mon avis, a été oubliée aussi vite qu'elle est apparue. En tout cas, plus personne n'en a parlé. Je n'ai rien vu à ce sujet, ni de la part de l'Iran, ni du Pakistan, essayant d'en faire la promotion d'une quelconque manière. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de choses se sont passées en coulisses. L'Iran a signé la convention avec la Russie le lendemain de l'attaque. Maintenant, les libéraux ont été écartés et les modérés sont en place. Ils ne sont toujours pas des partisans de la ligne dure, mais nous verrons bien. La Russie a beaucoup agi là-bas. Elle met en place des systèmes intégrés de défense aérienne, des systèmes russes de défense aérienne intégrés. Des pilotes iraniens ont été formés sur les Su-35 qui ont maintenant été livrés ou sont en cours de livraison à l'Iran. Ils sont russes. Je suis sûr qu'il y a probablement des opérateurs russes sur bon nombre de ces S-400. Ainsi, les systèmes de défense, les systèmes anti-aériens ont été renforcés dès le départ. Et cela sans même parler de ce que fait la Chine. Et encore une fois, c'est en open source. Donc si cela est en open source, à quel point le reste est-il en source fermée? Qu'est-ce qui se prépare en coulisses? Deuxièmement, trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. L'Iran ne va pas rester tranquillement chez lui avec ses dirigeants attendant de négocier ou aller se coucher en attendant de négocier le lendemain matin avec les Yankees. Ils ont eu cette négociation une fois. Ils ont eu l'amour de l'Occident. Des bâtiments entiers ont été détruits pour éliminer un seul homme et sa famille. C'est l'approche occidentale. L'Iran, je pense, si et quand Trump décide d'appuyer sur la gâchette,
cela va poser un très gros problème pour le monde, sans parler du fait que le gouvernement iranien va considérer cela comme une situation de vie ou de mort. Et quand on pousse quelqu'un dans ses retranchements, il frappera beaucoup plus fort que s'il avait la possibilité de s'éloigner ou d'éviter le conflit tout court. Maintenant, que peut faire l'Iran? L'Iran peut détruire des porte-avions américains. Les gens vont dire, eh bien, ils ne sont pas dans le golfe Persique. Ils seront stationnés quelque part dans la mer Rouge. Pardon, pas la mer Rouge, l'océan Indien. Ce qui est vrai. Mais voilà le problème. Les missiles de moyenne portée de l'Iran peuvent encore les atteindre. Et pour une raison simple. Si les porte-avions restent suffisamment loin pour éviter les missiles de moyenne portée, alors ils ne servent à rien, car les avions seront à court de carburant bien avant d'atteindre leur cible. Je veux dire, ils vont utiliser des missiles air-sol. Ils devront faire venir des avions de transport supplémentaires rien que pour les ravitailler. Mais tout cela ajoute des niveaux de difficulté, et on ne peut ravitailler ces chasseurs qu'un certain nombre de fois avant d'avoir besoin d'assez d'avions de transport. Donc cela va réduire le nombre de sorties, sans parler de la distance elle-même. Mais ce que tout le monde ignore, et je l'ai entendu de beaucoup de gens, c'est qu'au moins, ils seront dans l'océan Indien. Ils seront difficiles à repérer, blablabla. Combien de satellites la Russie et la Chine possèdent-elles? Tu ne penses pas qu'elles vont commencer à jouer exactement le même jeu que les États-Unis et le Royaume-Uni mènent dans la guerre par procuration pour les Ukrainiens? Comment l'Ukraine parvient-elle à repérer des cibles à l'intérieur de la mer Noire orientale, en plein cœur de la Russie? Grâce aux satellites, des satellites américains. Ils partagent des données de renseignement en direct qui permettent un ciblage en temps réel de ces missiles. Ainsi, le missile n'a pas besoin de chercher la cible à proprement parler. Il sait déjà à peu près où elle se trouve. Puis il se dirige vers elle en utilisant les données de ciblage fournies par les Américains. La Russie et la Chine peuvent faire exactement la même chose. En plus, cela offre une dénégation plausible. Comment savoir d'où vient l'information? On ne peut pas. Oui, je ne sais pas. Ils ont juste eu de la chance. Leurs missiles se sont simplement retrouvés à voler dans la bonne direction. Et les drones aussi. Oups. Penses-tu que leurs systèmes sont suffisamment bien intégrés? Je veux dire, nous savons que la Russie et l'Iran coopèrent depuis de très nombreuses années, surtout en matière de technologie des drones. Mais le partage de renseignements est difficile, parce que, naturellement, quand on met des satellites en orbite et qu'on se livre à tout ce jeu d'espionnage, on essaie de rendre le tout aussi sécurisé que possible. Donc, ce n'est pas aussi simple que d'ouvrir une API à quelqu'un et de le laisser s'y connecter, n'est-ce pas? Penses-tu que le partage de renseignements est suffisamment développé pour permettre cela? C'est un peu comme ouvrir une API avec le système américain. Évidemment, l'information ne va pas directement à l'utilisateur final, elle passe par un filtre. Mais en réalité, cela peut aller sacrément vite. L'utilisateur final se connecte via une API au filtre, le filtre humain assis au Pentagone ou au siège de la CIA, et ainsi de suite, afin d'obtenir l'information relativement rapidement. Tout dépend du temps que met le filtre. Je suis sûr qu'il y a en ce moment des agents du renseignement russe et chinois en Iran, et ils peuvent transmettre ces informations assez rapidement. Si les drones ou les missiles de croisière sont en vol, des missiles de croisière à moyenne portée, se dirigeant dans la direction générale, cela leur prendra tout de même un certain temps. Ce ne sont pas forcément des missiles hypersoniques. Si tu en tires sur suffisamment, il faut se rappeler une chose à propos d'un porte-avions. Pour le mettre hors service, il n'en faut pas tant que ça. On se dit « Oh, c'est difficile à couler, bla 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 ».
Mais il n'est pas nécessaire de le couler. Il suffit de le rendre inutilisable. Et pour cela, il suffit de faire un trou assez grand dans le pont d'envol pour qu'aucun appareil ne puisse décoller ni atterrir. Il est alors hors service. Ce n'est plus qu'un morceau de métal inutile, une grande cible. Il doit ensuite rentrer chez lui, où que ce soit, pour être réparé. Ainsi, le Gerald Ford, en jouant au chat et à la souris avec les outils, a soudain dû partir en réparation dans le golfe Persique, à Amman. Je suis désolé, pas Amman, le Qatar. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais soudainement, il fallait que ça parte. Bon, d'accord, il fallait que ça parte. Nous comprenons, du moins du côté des Houthis, qu'ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé avec un drone. Il n'a évidemment pas coulé. Je ne pense pas que cela ait tué qui que ce soit, mais cela a endommagé le tarmac. Et c'est tout. Le porte-avions est désormais inutilisable. Dans ce cas, ils ne peuvent pas aller au Qatar. Parce que le Qatar va être, enfin la base américaine au Qatar va être détruite. L'Amérique a, en comptant ces deux groupes de porte-avions, 56 000 soldats à portée des missiles de frappe à courte et moyenne distance du gouvernement iranien. Je veux dire, l'autre jour, quelqu'un a fait une remarque, je ne me souviens plus qui, mais quelqu'un a annoncé « Oh, l'Iran menace maintenant nos troupes au Moyen-Orient », ce qui est une chose assez étrange à dire. C'est un peu comme si on disait « Oui, comment l'Iran ose-t-il placer son pays à côté des troupes américaines, n'est-ce pas ?» Mais au-delà de ça, la vulnérabilité du personnel militaire américain est évidente. La vulnérabilité de ces navires face à l'Iran semble également évidente, ce qui soulève vraiment la question. Est-ce cela que recherchent les États-Unis? Cherchent-ils une attaque afin de pouvoir, vous savez, susciter l'indignation nécessaire pour vendre une guerre de légitime défense au public américain? En d'autres termes, essaient-ils de provoquer l'Iran pour qu'il tire le premier coup? Les Américains essaient toujours de provoquer. Et s'ils ne peuvent pas provoquer, ils inventent simplement des choses. Regardez l'histoire des États-Unis. Et je ne parle pas des dernières années. Je ne parle pas de l'époque où les Israéliens existaient même, ni du moment où quelqu'un avait la moindre envie de créer Israël. Revenons en arrière et observons comment les États-Unis se sont comportés dans chaque conflit auquel ils ont participé. Ils ont toujours utilisé un prétexte pour déclencher une guerre. La guerre de 1812, officiellement à cause de l'enrôlement forcé de marins américains par les Britanniques, ce qui s'est effectivement produit. Mais les Français faisaient la même chose. Pourtant, ils n'étaient pas considérés comme l'ennemi à ce moment-là, car les Américains cherchaient une excuse pour tenter de s'emparer du Canada, ce qu'ils ont échoué à faire. Et les Britanniques interdirent alors la conscription forcée des marins américains. Mais les États-Unis avaient besoin d'un prétexte et ils s'en servirent comme tel. La guerre de sécession, eh bien, elle utilisa Fort Sumter comme prétexte pour pousser le Sud à tirer les premiers coups de feu. Fort Sumter se trouvait à l'intérieur de ce qui était officiellement un pays qui s'était séparé en deux, pacifiquement, en quelque sorte. Mais le Nord n'allait évidemment pas laisser faire. Lincoln était favorable à un gouvernement fort. Son correspondant était Marx, d'ailleurs. Oui, je ne dis pas que Lincoln était communiste ou marxiste, mais il voulait un gouvernement puissant. Cela lui donna donc beaucoup de prétextes pour aller bien au-delà de ce que la Constitution américaine permettait. Ils avaient donc Fort Sumter, qui était un poste fédéral à l'intérieur du port de Charleston et qui interceptait les navires entrants. Et ils refusaient de partir, même si en principe ils étaient censés le faire. Fort Sumter appartenait au Sud. Ils ont donc poussé le Sud à tirer les premiers coups de feu. Ils ont fait la même chose pendant la guerre américano-mexicaine, car après que le Texas soit devenu indépendant, puis ait été secrètement négocié pour rejoindre les États-Unis, les habitants du Texas n'ont été informés qu'à la dernière minute,
que, eh bien, ils allaient désormais faire partie des États-Unis. Il n'y a eu ni vote, ni référendum auprès du peuple. Pourquoi demander l'avis des paysans, n'est-ce pas? Les élites décideront pour vous, comme d'habitude. Parce qu'il y avait une frontière contestée, les États-Unis ont envoyé des troupes sur une petite île du Rio Grande et y ont installé un petit fort, sachant que les Mexicains, parce qu'il s'agissait de la partie sud de la frontière qu'ils considéraient comme leur territoire, devraient répondre militairement. C'était le prétexte pour déclencher la guerre américano-mexicaine. Souvenez-vous du Maine pour la guerre hispano-américaine, la baie du Tonkin. Tout cela était complètement inventé. Il n'y a jamais eu de conflit, et ainsi de suite. Si l'on parcourt toute cette liste, c'est toujours la même chose. Nous allons fabriquer un conflit. Si nous ne pouvons pas amener l'autre camp à tirer, nous inventerons de toutes pièces que quelqu'un a tiré. C'est la norme américaine depuis des années, des centaines d'années. Si vous voulez mener une bonne guerre par procuration, parce que je pense vraiment que les États-Unis ont appris quelque chose de véritablement nouveau avec la guerre en Ukraine, c'est comment enrôler complètement, totalement une autre nation pour qu'elle mène votre guerre, n'est-ce pas? Pas une seule victime américaine, du moins à notre connaissance, et des centaines de milliers de victimes ukrainiennes. Donc en réalité, vous savez, le jeu politique, qui consiste à faire semblant que le camp du mal a attaqué, des victimes non provoquées. Je ne vois pas vraiment quel pourrait être le jeu avec l'Iran, car la configuration est tellement différente. Mais quelque chose comme une attaque contre le Qatar. Et ensuite, tout le monde se rallie au Qatar, entraînant les pays du Moyen-Orient là-dedans. Je ne sais pas. Mais tu sais, l'Ukraine dans ce sens est cette grande réussite américaine d'une guerre par procuration remarquable. Non si on la regarde du point de vue psychopathe d'un Lindsey Graham, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est l'un des problèmes. Je ne vois pas ce que cela pourrait être, parce qu'ici nous avons les États-Unis avec des atouts américains face à l'Iran, comme ils l'ont fait avec le Venezuela. Mais bien sûr, l'Iran joue un tout autre jeu. Et l'Iran a déjà clairement indiqué que si nous sommes attaqués, même un tout petit peu, nous réagirons immédiatement et nous ne laisserons pas la situation s'enliser pendant 12 jours comme nous l'avons fait l'année dernière. Donc non, cette fois, vous êtes pris au piège. Peux-tu discerner une quelconque stratégie de guerre par procuration? Je pense qu'il existe une stratégie de guerre par procuration. Simplement, ce n'est pas celle des États-Unis. Dans ce cas, les États-Unis sont le proxy des Israéliens. Écoutez, tout d'abord, oui, Lindsey Graham dit beaucoup de bêtises. Les États-Unis ont perdu des centaines de personnes, bien sûr de manière non officielle, soit comme mercenaires, soit comme n'ayant jamais été là. J'ai été en contact avec des gens de Fort Bragg qui m'ont parlé de tel ou tel envoyé là-bas, tué, sa famille indemnisée, et ainsi de suite. À terme, je pense que le public américain finira par découvrir combien de centaines d'Américains sont morts et pourrissent. Je veux dire, regardez, l'ONG de la fille de Kellogg gagne de l'argent en rapatriant les Américains blessés et morts d'Ukraine. Et l'Ukraine, eh bien, je ne parlerai même pas de centaines de milliers. On parle de millions de morts. Et je ne parle même pas des blessés graves ou des personnes handicapées. Nous approchons, si nous ne l'avons pas déjà dépassé, du cap des 2 millions. Diverses fuites, divers documents, y compris certains dans les médias américains, ont été publiés. Il y a eu plus d'une fuite. MSNBC a diffusé un reportage sur des amputés ukrainiens recevant de nouvelles prothèses de sociétés américaines et d'autres pays pour remplacer leurs membres perdus. Et dans ce reportage, ils ont mentionné presque en passant un chiffre de 1,5 million de morts. Oups, c'était vers août ou septembre, voire plus tôt. Donc vous voyez, les fuites continuent de sortir ici et là. Il y a des millions de morts
Et après cela, au moins autant de personnes handicapées. Alors oui, c'est une excellente guerre par procuration si vous êtes un véritable vampire qui s'en moque complètement, ce qui franchement décrit la grande majorité de l'Occident, particularly where Lysias Europeans. Ils le sont, mais c'est bien le niveau de folie dans lequel ces gens se trouvent, non? Mais en ce qui concerne l'Iran maintenant, il semble que les États-Unis soient en train de se coincer eux-mêmes dans un coin. J'ai parlé hier avec Rainer Rupp, tu sais, l'ancien espion allemand en Allemagne de l'Ouest, un type du renseignement, et il a fait remarquer que, premièrement, ils n'ont pas beaucoup d'atouts par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, et deuxièmement, toute la structure est telle que les États-Unis ne sont pas vraiment en position de force. Oui, ils peuvent tuer beaucoup de gens, bien sûr, une fois mort. Mais gagner une guerre, à moins de provoquer un changement de régime dans les premières 48 heures, reviendrait à éliminer activement le régime, non? Les cibler tous et compter simplement sur le fait que cela suffise. Et ensuite, il reste ce malentendu selon lequel, bien sûr, la génération suivante prendra la relève, parce qu'il s'agit d'une structure gouvernementale mûre, pas d'un truc à la Al-Qaïda dirigé par un seul homme ou autre. À ton avis, quelle pourrait être l'approche américaine? Parce qu'à un moment donné, ils doivent soit attaquer, soit désamorcer et se retirer. Encore une fois, parce que c'est terriblement coûteux. Penses-tu qu'ils pourraient se retirer à ce stade après avoir fait tout ce tapage? Vous savez, le scénario idéal, Trump envoie une frégate dans le détroit d'Ormuz, que soit dit en passant, je n'ai pas encore mentionné, et dit, voyez, les Iraniens ont peur de nous, le détroit d'Ormuz est ouvert, nous avons la victoire, rentrons à la maison. Ce serait le scénario idéal. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Vous savez, c'est Trump qui bluffe. Le problème avec le bluff, c'est que lorsque les gens commencent à le démasquer, tôt ou tard, soit vous passez à l'action parce que plus personne ne vous croit, soit vous reculez et vos bluffs ne valent plus rien. Ils sont passés à l'action au Venezuela. Bon, d'accord. Ce que nous avons vu au Venezuela, c'était la première étape. On vole tous les sous-vêtements. Étape 2, étape 3, on fait du profit. Vous savez, c'est-à-dire, si quelqu'un comprend ma référence à South Park, j'adore les gnomes voleurs de sous-vêtements. C'est la caricature évidente de l'Amérique en général, et particulièrement de la manière dont Trump conçoit la planification. La première étape, puis l'étape finale. Il y avait une fois un dessin du Far Side où un physicien écrivait une formule gigantesque sur tout le tableau, puis disait « Ensuite, un miracle se produit ». Et cela lui donnait l'équation dont il avait besoin. Et c'est exactement là où nous en sommes à présent. Sauf qu'au lieu d'un immense tableau couvert de calculs, c'est simplement on commence, puis un miracle se produira, et ensuite on fera du profit. Et voilà toutes leurs fenêtres de planification. Nous avons les armes. Essayons. Je veux dire, ils ont pris Maduro. Évidemment, ils ont acheté le général, comme Larry l'a mentionné dans plusieurs émissions, et me l'a aussi dit quand je parlais avec Larry Johnson. Ils connaissaient la personne de la CIA qui avait acheté le général, celui qui avait désactivé les systèmes antiaériens ou les avait mis hors service. Et ensuite, étape 2, maintenant nous dirigeons le Venezuela. Eh bien, en réalité, non, vous ne le faites pas, parce que le vice-président du Venezuela est désormais président par intérim. Et maintenant, que faites-vous? Eh bien, nous possédons leur pétrole. Ils doivent nous donner du pétrole. Eh bien non, en fait, ils ne le doivent pas. Vous n'avez pas de troupes sur le terrain, pas de bots sur le terrain, aucun contrôle réel, et il est douteux que vous en ayez beaucoup, même avec des troupes sur place. Avec l'Iran, évidemment un pays de 90 millions d'habitants, montagneux, fortement fortifié, prêt pour la guerre,
Par où les États-Unis commenceraient-ils? Parce que l'une des choses qui va se produire d'ailleurs ne sera pas seulement des missiles. Le gouvernement irakien, qui est allié à l'Iran, et les milices chiites, qui, soit dit en passant, sont présentes partout au Moyen-Orient. Les chiites sont majoritaires en Arabie Saoudite, juste au-dessus des champs pétrolifères saoudiens d'ailleurs. Bahreïn est un pays chiite, dirigé par des sunnites, avec une très mince minorité sunnite parmi les élites, et ainsi de suite. Vous voulez faire exploser tout le Moyen-Orient? Il y a déjà une poudrière toujours prête à exploser. Et ensuite, il y a le détroit d'Ormuz. Ainsi, entre 36 et 38% du pétrole mondial destiné au marché transite par le détroit d'Ormuz. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque le détroit d'Ormuz est fermé. Le détroit est relativement facile à bloquer. Il est étroit, peu profond, et il suffit d'y saborder plusieurs navires. Il n'est pas forcément nécessaire de couler des pétroliers, mais c'est aussi possible, car l'Iran dispose de nombreux missiles sol-mer installés dans ces montagnes, dans ces retranchements aménagés. Il y a beaucoup de grottes naturelles, beaucoup de grottes artificielles. C'est une région montagneuse qui fait face au détroit. Ce n'est pas très difficile à fermer. De plus, si l'on y place quelques navires de patrouille et qu'on les saborde, on ferme effectivement le détroit. L'un des problèmes que j'ai toujours avec la fermeture du détroit, c'est que cela nuirait davantage à la Russie et à la Chine qu'aux États-Unis. Non, cela ne ferait pas de mal à la Russie. Cela nuirait à l'économie mondiale. Et stepped à la Chine. Cela fera du tort à la Chine. Eh bien, la Chine peut obtenir tout son pétrole de la Russie en ce moment, littéralement. La Chine aime toutefois rester quelque peu diversifiée. Cela nuira à la Chine et à la Russie à plus long terme ou à moyen terme, car elles font toujours partie de l'économie mondiale. Et il y aura un choc massif. Maintenant, les prix du pétrole vont s'envoler. La Russie pourrait maintenir le pétrole relativement bon marché pour les Chinois si elle le voulait. Mais que va-t-il se passer? Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde et en déclin. Cela fait maintenant 3 ans que la production baisse. Mais les États-Unis importent encore beaucoup de pétrole. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les prix du pétrole vont s'envoler. Il y a plusieurs raisons à cela. Ce n'est pas seulement la panique sur le marché à cause de la guerre ou d'autres facteurs qui fera grimper les prix. Je ne vais pas dire $300, mais je ne serais pas surpris si la fourchette se situait entre $150 et $200. Mais voici le problème. Il va y avoir une pénurie physique de pétrole. Ce n'est plus seulement une menace ou une simple hausse des prix qui les rend plus chers. Il y aura une véritable pénurie de pétrole. En ce moment, l'offre et la demande sont extrêmement serrées. Il y a très peu de différence entre les deux. Vous retirez instantanément 34% à 38% du pétrole du marché. C'est parti. C'est fini. Il ne circulera plus avant la fin du conflit, plus le temps nécessaire pour dégager les détroits. Il pourrait être miné, ou des navires pourraient y être sabordés, évidemment sous la surveillance de missiles. Si ce conflit dure assez longtemps, ou si les États-Unis font quelque chose de stupide, comme utiliser une arme nucléaire, ou si Israël fait quelque chose de stupide, comme utiliser une arme nucléaire, alors Israël sera anéanti par des missiles balistiques iraniens. Il n'y aura plus d'Israël fonctionnel. Le pays serait dévasté au-delà de... Eh bien, je ne dirais pas au-delà de la capacité humaine à reconstruire. La capacité humaine à se reconstruire est assez élastique, mais elle sera certainement détruite économiquement pour des décennies, et elle perd déjà de la population. Elle pourrait bien être dans une spirale de mort à ce stade, qui sait? Mais si une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, est utilisée et que ce conflit s'éternise, avec jusqu'à 40% du pétrole mondial retiré du marché, cela signifie qu'il y aura des pays sans pétrole.
Bien sûr, les États-Unis peuvent fournir la majeure partie de leur propre pétrole, mais ils seront tout de même frappés par une hausse massive des prix. Maintenant, le gouvernement américain peut toujours intervenir et faire le fameux « nous allons contrôler les prix », imposer un contrôle des prix ou nationaliser les entreprises, peu importe. En période de désespoir, n'importe qui fera n'importe quoi. Les alliés des États-Unis, en revanche, l'Europe, le USSR, comme je les appelle, sont fichus. La Russie est hors jeu, et même si elle venait supplier, tu sais, en se prosternant devant le tsar, « Donnez-nous du pétrole, nous ferons n'importe quoi », ils n'en obtiendraient probablement toujours pas. Quiconque leur en vendrait verrait le prix du pétrole tripler, et il y aurait une pénurie physique de carburant au sein de l'Union européenne. Alors que faire? Faire s'effondrer ton économie. Maintenant, est-ce dans l'intérêt de la Russie que ces économies s'effondrent? Bien sûr que non. Des prix plus élevés, c'est bien, mais s'ils montent trop, l'économie mondiale entre en récession et la demande chute. Donc non, c'est pas le cas. Il faut trouver le juste équilibre. Cette mesure va pulvériser cet équilibre. Elle va l'envoyer en orbite. Il n'y aura plus d'équilibre. Il y aura 40% de pétrole en moins sur le marché mondial et personne dans la région ne pourra vraiment remplacer une telle quantité. Je veux dire, la Russie peut pomper davantage, d'autres pays aussi, mais cela ne compensera pas autant. Il va y avoir des pénuries physiques. Et la première région qui va en souffrir, c'est l'Europe. Ce sera l'Union européenne. Cela pourrait bien être le coup fatal pour l'Union européenne, car cela va faire s'effondrer de nombreuses économies. Mais oui, donc dans cette optique, je veux dire, c'est une situation tellement stupide, surtout si ton objectif est réellement d'assurer la sécurité d'Israël, ce que le JCPOA faisait parfaitement en veillant à ce que l'Iran ne produise pas tout cela. Enfin, qu'il respecte les restrictions nucléaires, non? C'est une stratégie vraiment étrange. Et maintenant, ils se sont acculés eux-mêmes. Penses-tu que les Russes seraient disposés à réellement leur venir en aide, d'une manière ou d'une autre, d'une façon qui leur permette de sauver la face? Parce qu'en même temps, ils ont maintenant annoncé le deuxième cycle de discussion, je crois, à Abu Dhabi, pour l'Ukraine. Tu penses que cela fusionne ces deux théâtres? Eh bien, les discussions ukrainiennes sont totalement inutiles. Comme je l'ai déjà dit, c'est la version diplomatique de la masturbation. Ce n'est pas du sexe, c'est quelque chose qui imite le sexe, mais ce n'est pas du sexe. Ce n'est pas une négociation, c'est quelque chose qui imite une négociation, mais ce n'est pas une négociation. En aucun cas, ce n'est une négociation, et en aucun cas, cela ne mettra fin au conflit. Les deux camps sont aussi éloignés que possible. Courir d'un côté à l'autre, dire à chacun ce qu'il veut entendre, juste pour les asseoir à la même table, ne fera pas une bonne conversation de dîner. Cela ne fera pas un bon dîner. Point final. Et les Américains répètent sans cesse « Oh, vous savez, on en est à 90%, c'est un grand pas en avant, blablabla. Bla, bla. » Tout cela, c'est du marketing bon marché fait par des gens habitués au marketing bon marché. C'est comme ça qu'on fait des ventes dans l'immobilier. Et eux, ils voient ça comme une affaire immobilière. Oh, c'est juste une question d'immobilier. Tu prends un peu ici, il prend un peu là, et tout va bien. Mais ça vient de gens qui ne comprennent pas la profondeur du problème. Ils ne s'y sont pas vraiment plongés. Ce n'est pas seulement qu'ils sont immatures à ce sujet, ils l'abordent à un niveau complètement idiot. Ils refusent d'apprendre. S'ils avaient eu un an, ils auraient pu creuser et se familiariser beaucoup plus avec ce qui se passe et pourquoi cette guerre a lieu. Je veux dire, Marco Rubio a carrément déclaré qu'il s'agissait d'une guerre par procuration menée par les États-Unis, puis il essaie de faire comme si ce n'était pas le cas. Mais à ce stade, ces négociations n'avancent absolument nulle part.
La Russie essaie-t-elle d'offrir une porte de sortie aux États-Unis? Poutine en a déjà offert tant à Trump. La Russie en a offert à Obama. La Russie a donné tellement d'occasions aux États-Unis d'éviter de marcher sur la prochaine mine ou sur ce râteau. En fait, ce râteau est cassé. Ils ont remplacé le manche du râteau je ne sais combien de fois. Les États-Unis adorent sauter sur leur propre râteau. Avec Israël et le pétrole, Israël pourrait encore recevoir du pétrole, car les États-Unis continuent de voler le pétrole syrien. Il part vers la Turquie, donc Israël en aura probablement. L'Europe, non. Les États-Unis sont un proxy d'Israël, et Israël est un proxy américain. Il est difficile de dire qui est le plus le proxy de l'autre. Mais nous savons qu'au moins la moitié du Congrès américain est absolument à la solde d'Israël. Ils se sont tous précipités en Israël quand on leur a dit d'y aller et de se faire photographier. Une storyline aussi toxique et symbiotique. Oui, oui. Et n'oublions pas que le témoin vedette numéro 1 pour lancer l'Irak, c'était Netanyahou au Congrès américain. Donc c'est pas la première fois que les États-Unis envahissent quelque chose au nom d'Israël. Les États-Unis se font-ils imposer leur propre politique? Bien sûr que oui. C'est une relation symbiotique, très toxique. Toxique d'abord pour le peuple américain, toxique ensuite pour les Européens. Israël est-il impliqué en Ukraine? Absolument. Jusqu'au cou en Ukraine. Le Mossad est partout. Dans le Caucase, le Mossad est partout. À ce stade, je dirais qu'il fonctionne pratiquement comme une organisation fusionnée, les Five Eyes et le Mossad. Et comme beaucoup l'ont dit, le Mossad a libre accès au Pentagone à tout moment. Ils ne prennent pas de rendez-vous, ils entrent simplement. Donc historiquement parlant, c'est une anomalie extrêmement étrange en termes diplomatiques, dans la manière dont tout cela est géré. Je ne peux pas penser à un seul incident dans l'histoire du monde où cela se soit produit ainsi. Encore une fois, il faut simplement être conscient que tout ce que nous voyons en ce moment est extrêmement anormal dans la façon dont les choses fonctionnent. C'est pour cela que nous nous sentons tous si anxieux, parce que, à bien des égards, cet empire construit par les États-Unis est en train de se désagréger. C'est comme si la chemise se dissolvait littéralement sur le corps, et tu te dis « Quoi? Mec, couvre-toi un peu et reprends-toi. » Mais Stas, il faut qu'on conclue. Merci beaucoup pour l'aperçu que tu nous as donné. Ceux qui veulent te retrouver devraient aller voir ta chaîne YouTube et ton Telegram. Oui, Telegram, c'est Stas Dijan Bratny. Le russe, c'est Stas Dijan Bratny. La chaîne YouTube en anglais, c'est Mr. Slavic Man. Et sur X, c'est Stanislav Kropivnik. Pas le site de secours, Stanislav Kropivnik. Tout le monde, allez voir Stanislav Kropivnik sur toutes ses chaînes. Et Stas, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci. Oh, et j'ai un Substack. Trouvez-le aussi sur Substack. Et trouvez-nous également sur Substack. Neutrality Studies, pascalotade.substack.com. Merci à tous de vous être abonnés. Au revoir. Au revoir.